Dans les années 80 et 90, on ne pouvait pas dire soi-même. Quel acteur était le plus surfait dans les années 80 et 90? En tant qu'acteur? En tant qu'acteur. Ouais. Clint Eastwood, probablement. OK. Clint Eastwood. Intéressant. Peu de gens peuvent se targuer d'avoir accompli autant de choses que Clint Eastwood. Il se trouve au sommet du succès, avec une carrière remplie d'innombrables distinctions. Les réalisations d'Eastwood dans l'industrie du divertissement témoignent de son éthique de travail. En avril 2024, il a joué dans 72 productions, a eu 46 rôles de réalisateur et a produit plus de 50 films et émissions de télévision. Dès le moment où il a trouvé sa chance dans l'industrie cinématographique, Eastwood n'a jamais regardé en arrière, se forgeant un chemin légendaire. Pourtant, même des icônes comme lui ne sont pas épargnées par les épreuves de la vie, qui n'épargnent personne. Qu'est-il arrivé à Clint Wood et comment a-t-il surmonté cette épreuve? Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi Clint Eastwood invite sur scène une femme qui lui a sauvé la vie. Une touche de gratitude. L'homme, alors âgé de 83 ans, a attrapé l'homme qui s'est avéré être le directeur du tournoi, Steve Jobs, et a exécuté la manœuvre de Heimlich. Selon John, il buvait de l'eau et mangeait quelques amuse-gueules. Il a ensuite jeté un morceau de fromage et ça n'a pas fonctionné, a-t-il révélé à l'Associated Press. Il a également déclaré qu'il le regardait et qu'il ne pouvait pas respirer. Cependant, Eastwood l'a immédiatement reconnu et lui a sauvé la vie. C'est juste parce que c'est une tragédie américaine qui doit être racontée. Et j'ai couru après cette histoire pendant 5 ans. Eastwood a noté qu'il a regardé John dans les yeux et a vu ce regard de panique que les gens ont quand ils voient leur vie défiler devant leurs yeux. Eastwood a également dit au Carmel Pinecone que c'était la première fois qu'il pratiquait la technique de Heimlich et que ça avait l'air horrible. Au moment de l'arrêt crucial, Eastwood n'était plus aussi jeune qu'avant, mais il a profité de cet événement pour rappeler à tout le monde qui il était et pour que les gens ne pensent pas une seule seconde que l'homme qui a donné vie à l'inspecteur Harry avait perdu un pas. John n'arrivait pas à croire que malgré ses 91 kilos, il l'avait attrapé et l'avait projeté en l'air 3 fois. Ce n'était qu'une confirmation que Clint Eastwood avait la force d'un vieil homme. Plus étonnant que la force surhumaine d'Eastwood est le fait que c'est la 2e fois que John a failli se tuer en essayant de manger. Le responsable note que la première fois, c'était dans le Colorado, environ 7 ou 8 ans avant l'incident. Mais ce n'est pas Clint Eastwood qui l'a sauvé la première fois. Il a également déclaré qu'il n'avait pas parlé à la superstar depuis cette nuit-là et a décrit son expérience comme folle. On pourrait se demander ce qu'Eastwood faisait à un tournoi de golf. Mais il est connu qu'il a des liens étroits avec l'événement de Pebble Beach. Il a déjà participé au tournoi et il préside la Monterey Peninsula Foundation, qui a récolté plus de 100 millions de dollars pour des œuvres caritatives en tant qu'hôte de l'événement du PGA Tour. Eastwood a aidé de nombreuses personnes au cours de sa vie, en leur offrant une tribune. Mais quelle est la plus grande aide qu'il ait apportée jusqu'à présent? La plus grande aide apportée à l'icône, la fille de Clint Eastwood, Allison, est très reconnaissante envers son célèbre père qui a décidé de l'élever loin de Los Angeles. Lors d'une interview avec Fox News Digital, la fondatrice de l'Eastwood Ranch Foundation Animal Welfare and Rescue Facility a expliqué que son père l'avait sauvée et l'avait préservé des difficultés auxquelles elle aurait dû faire face en étant élevée à Hollywood avec un parent célèbre. J'aime les gens. J'aime les animaux et je veux qu'ils s'unissent. Et j'ai pensé que c'était la meilleure façon d'y parvenir. Selon Allison, grandir dans l'industrie du cinéma était très intéressant. Même si elle n'a pas vraiment grandi à Los Angeles, un fait pour lequel elle est très reconnaissante envers son père. Elle a grandi dans la région de Carmel, Pebble Beach et Monterey. Et elle a pensé que cela l'avait peut-être sauvée de certains des pièges qui auraient pu se produire lorsqu'un enfant grandit avec un parent célèbre à Los Angeles. Elle a fait remarquer qu'elle vivait à Los Angeles depuis 2000, elle est donc une Angeleno de longue date. Elle est également une grande défenseuse de la Californie du Sud. Elle fait tout ce qu'elle peut pour aider la communauté et en faire partie. Elle a également noté qu'elle est née à Santa Monica et que même si elle n'a pas grandi là-bas, elle pense qu'il s'agit simplement d'aider la communauté et de faire partie d'une solution et d'être une excellente ressource pour les gens. Allison a fondé l'organisation à but non lucratif Eastwood Ranch Foundation Animal Welfare and Rescue à Agora Hills, en Californie, en 2012
L'objectif de l'établissement n'est pas seulement de sauver des animaux des refuges à taux de mortalité élevé, mais aussi de contribuer à réduire la surpopulation d'animaux de compagnie et à augmenter les adoptions d'animaux de compagnie par le biais de campagnes, d'événements, d'éducation, de programmes de stérilisation et de partenariats de sauvetage. Selon le site web, Allison a exprimé son amour pour les gens et aussi son amour pour les animaux et la façon dont elle cherche des moyens de les réunir. Elle a également estimé que son établissement était le meilleur moyen d'y parvenir. Elle a expliqué qu'elle a été poussée à créer son organisation lorsqu'elle a pris douloureusement conscience du problème de surpopulation qui se posait dans nos refuges du sud de la Californie, puis partout dans le pays. Elle a également souligné qu'elle souhaitait faire quelque chose au niveau local. Depuis 28 ans, le Marine Mammal Care Center est en première ligne en matière de soins et de réhabilitation des animaux, traitant des milliers d'otaries et de phoques. Elle a donc lancé un projet de sauvetage d'animaux, et ils travaillaient sans avoir de locaux depuis plus de 10 ans. Ils ont donc décidé d'ouvrir leur propre centre, dans l'espoir de pouvoir aider davantage d'animaux. Allison a poursuivi en disant qu'il souhaitait également être une ressource pour la communauté, les programmes de bénévolat et les programmes éducatifs. Ainsi, son établissement est un endroit où les gens peuvent venir et, espérons-le, se sentir bien et trouver un nouvel ami à quatre pattes ou un membre de la famille. Eastwood ne fait que soutenir l'entreprise de sa fille depuis plus d'une décennie. Allison a noté que son père et sa famille l'ont incroyablement soutenu et qu'ils forment tous une équipe car ils sont tous amoureux des animaux. Elle a également déclaré que c'était vraiment une affaire de famille car ils étaient tous depuis longtemps des amoureux de la nature et des animaux et des partisans de bonnes actions et de philanthropie. Son père était donc bien sûr ravi. Grandir avec Clint comme père et être sur le plateau de tournage était toujours amusant pour Allison. Elle se souvient très bien de la façon dont elle a dû faire le bordage avant, de commencer le tournage de la scène et elle a pu aider au service de bricolage. Ils ont donc fait ce qu'ils voulaient. Elle a décrit cela comme une expérience amusante. Allison a également noté que son frère et elle-même ont toujours beaucoup voyagé lorsqu'ils étaient enfants. Clint Eastwood a réalisé de nombreux films emblématiques et a gravé son nom dans les annales de l'industrie musicale. Mais comment son parcours a-t-il commencé? Où tout a commencé? Selon un communiqué de presse de CBS pour Rawhide, l'équipe de tournage d'Universal International tournait à Fort Ord lorsqu'un assistant entreprenant a repéré Eastwood et l'a invité à rencontrer le réalisateur. Cette histoire est toutefois contestée par le biographe non autorisé d'Eastwood, Patrick McGilligan. Selon la biographie officielle d'Eastwood, le personnage principal était un homme du nom de Chuck Hill qui était en poste à Fort Ord et avait des contacts à Hollywood. Je n'ai vu aucun personnage dans Rawhide, seulement une silhouette physique. Ce qui m'a le plus frappé chez Clint, c'est sa façon indolente de se mouvoir. À Los Angeles, Hill a renoué avec Eastwood et a pu le faire entrer en douce dans un studio Universal où il l'a présenté au caméraman Irving Glassberg. Le caméraman a réussi à organiser une audition avec Arthur Lubin. Quaille, bien que très impressionné par l'apparence et la stature d'Eastwood, n'a pas approuvé son jeu d'acteur, faisant remarquer qu'il était assez amateur. Il ne savait pas où se tourner, ni dans quelle direction aller, ni quoi que ce soit à faire. Lubin lui a alors suggéré de suivre des cours de théâtre et a obtenu le premier contrat d'Eastwood en avril 1954 pour $100 par semaine. Après avoir signé, il n'a pas eu la vie facile. Il a d'abord été critiqué pour son attitude rigide et son débit de parole grinçant, un trait qui allait bientôt devenir sa marque de fabrique. En mai 1954, il a passé sa première véritable audition pour Six Bridges to Cross, mais il a été refusé par Joseph Pevney. Après de nombreuses auditions infructueuses, il obtient finalement un rôle mineur du réalisateur Jack Arnold dans La Revanche de la créature, qui est la suite de L'étrange créature du lac Noir, sorti récemment. En septembre 1954, Eastwood travaille pendant 3 semaines sur Lady Godiva of Coventry d'Arthur Lubin. Décroche un rôle en février 1955 dans le rôle de Jonesy, Unmoran dans Francis in the Navy, et apparaît sans crédit dans un autre film de Jack Arnold, Tarantula, où il joue un pilote d'escadron. Un an plus tard, Eastwood consacre 4 heures de travail au film Never Say Goodbye et obtient un rôle mineur non crédité en tant qu'ouvrier de ranch.
qui est son premier film western en août 1955 avec Lawman, également connu sous le nom de Star in the Dust, avec John Agar et Mamie Van Doren. Universal lui a offert son premier rôle à la télévision le 2 juillet 1955 dans la série Allen in Movieland de NBC, avec le comédien Steve Allen, l'acteur Tony Curtis et le musicien de swing Benny Goodman. Bien qu'il ait continué à se développer en tant qu'acteur, Universal a mis fin à son contrat le 23 octobre 1955. Fin 1963, le partenaire d'Eastwood, Eric Fleming, a refusé une offre de jouer dans un western italien intitulé Pour une poignée de dollars, tourné dans une région reculée d'Espagne par un réalisateur alors relativement inconnu, Sergio Leone. Richard Harrison a suggéré Eastwood à Leone parce qu'il savait qu'Eastwood pouvait jouer un cowboy de manière convaincante. Le plus grand scénariste de western était Homer. Les archétypes des cowboys d'hier étaient Achille, Ajax, Agamemnon et Hector. Mon idée était de ramener la commedia dell'arte italienne. Eastwood pensait que le film serait une occasion d'échapper à son image de brute. Il a signé un contrat pour 15,0 $ de salaire pour 11 semaines de travail, avec en prime une voiture Mercedes-Benz à la fin du tournage. Eastwood a déclaré plus tard à propos de la transition entre un western télévisé et, pour une poignée de dollars qu'à Rawhide, il s'était vraiment lassé de jouer le chapeau blanc conventionnel. Le héros qui embrasse les vieilles dames et les chiens et qui est gentil avec tout le monde. Il avait décidé qu'il était temps d'être un anti-héros. Eastwood a joué un rôle déterminant dans la création du style visuel distinctif du personnage de l'homme sans nom. Et bien que non-fumeur, Leone a insisté pour qu'Eastwood fume des cigares comme ingrédient essentiel de la personnalité qu'il essayait de créer pour le personnage. Pour une poignée de dollars a marqué un tournant dans le développement des western spaghetti. Leone y décrivant un monde plus anarchique et désolé que les westerns traditionnels, et remettant en cause les stéréotypes américains d'un héros occidental doté d'un anti-héros moralement ambigu. Le succès du film a fait d'Eastwood une star majeure en Italie, et il a été réembauché pour jouer dans Pour quelques dollars de plus, le deuxième volet de la trilogie, grâce aux efforts du scénariste Luciano Vincenzoni. Ici, les droits de Pour quelques dollars de plus et du dernier film de la trilogie, Le Bon, La Brute et Le Truand, ont été vendus à United Artists pour environ 900 $. Clint Eastwood a déjà commencé à connaître le succès en tant qu'acteur, mais il n'a jamais été du genre à se consacrer à un seul projet. Il a décidé de se lancer dans la réalisation. Mais comment cela s'est-il passé? Un voyage dans la réalisation. La carrière d'Eastwood a atteint un tournant en 1971, avant le décès d'Irving Leonard. Louis et Eastwood avaient discuté de l'idée de Malpaso pour produire Play Misty for Me, un film qui devait donner à Eastwood le contrôle artistique qu'il désirait et ses débuts en tant que réalisateur. Le scénario parlait d'un disc jockey de jazz nommé Dave, qui devait être joué par Eastwood, qui a une liaison occasionnelle avec Evelyn, une auditrice qui appelait la station de radio à plusieurs reprises la nuit pour lui demander de passer sa chanson préférée, Misty Darrell Garner. Lorsque Dave met fin à leur relation, Evelyn, déchaînée, devient une harceleuse meurtrière. Le tournage a commencé à Monterey en septembre 1970 et comprenait des images du Monterey Jazz Festival de cette année-là. Le film a été acclamé par la critique, notamment Jay Cox dans Time Magazine, Andrew Saris dans le Village Voice et Archer Winston dans le New York Post, qui ont tous loué le film ainsi que les talents de réalisateur et la performance d'Eastwood. Walter a été nominé pour le Golden Globe de la meilleure actrice pour sa performance dans le film, et l'Oscar est allé à Clint Eastwood pour Million Dollar Baby. Clint Eastwood a vécu de merveilleuses aventures au cours de sa vie. Certaines ont mis sa vie en danger, d'autres ont été une véritable aventure. Comment a-t-il réussi à traverser tout cela et à rester debout aujourd'hui? Clint Eastwood, The Enigma. Lorsqu'Eastwood a été enrôlé dans l'armée pendant la guerre de Corée, il a pris soin de profiter du fait qu'il pouvait bénéficier de vols gratuits en avion militaire. Selon lui, à cette époque, on pouvait porter son uniforme et obtenir un vol gratuit. Un jour, alors qu'il voyageait de Seattle à Monterey en 1950, et un Eastwood se retrouva seul passager à bord d'un bombardier Douglas A.D. Malheureusement, le voyage n'eut pas lieu. Il se rappelle que les radios se sont éteintes,
l'oxygène s'est épuisé et que le pilote a finalement réussi à faire voler l'appareil pendant un bon moment. Mais ils ont manqué de carburant près de Point Reyes, en Californie, et ont coulé dans l'océan. Bien que tout le monde ait réussi à s'en sortir vivant, ils ont dû nager plus d'1,5 kilomètre pour rejoindre le rivage. Pour couronner le tout, l'eau était glaciale, puisque l'incident s'était produit à la fin de l'automne, et il y avait des créatures potentiellement dangereuses dans l'eau. Ils ont finalement découvert des années plus tard qu'il s'agissait d'une zone de reproduction de requins blancs, mais il était heureux de ne pas l'avoir su à l'époque. Sinon, il serait mort. Tout au long de l'expérience, il a reconnu qu'il avait réalisé que la mort était une possibilité, mais il a décidé de se concentrer sur les aspects positifs qu'il pouvait identifier. Il s'est concentré et s'est dit que certaines personnes avaient réussi à traverser ces épreuves et qu'elles auraient peut-être la même chance lorsqu'elles toucheraient l'eau. Il a également remarqué que l'eau était beaucoup plus confortable que lorsqu'ils étaient dans les airs, car le bruit du moteur qui ne tournait pas était très déconcertant. Il adorait aussi faire ses cascades tout seul. Selon Buddy Van Horn, le cascadeur de longue date d'Eastwood, Eastwood a toujours voulu réaliser ses propres cascades. Buddy a fait remarquer qu'il était un gars assez physique et qu'il aimait faire ses propres cascades. Sa doublure a également fait remarquer que certaines des choses qu'il faisait étaient assez faciles à faire mal. Il a déclaré qu'il avait essayé de le dissuader de faire ce choix à plusieurs reprises, mais sans grand succès la plupart du temps. Eastwood a réalisé lui-même la plupart de ses cascades dans The Eiger Sanction, un film qui nécessitait plusieurs séquences d'escalade intense. Bien que l'entraînement se soit avéré extrêmement difficile pour Eastwood, il s'est forcé à réussir. Mike Hoover, conseiller d'escalade, se souvient de sa réaction caractéristique. Il s'est énervé. Il a rentré son menton et serré les dents, et sans aucune technique. Juste du sang et des tripes. Il a réussi à remonter. Après qu'un membre de l'équipe, un alpiniste expérimenté, ait péri après avoir été frappé par une chute de pierre, Eastwood a envisagé d'arrêter le tournage. D'autres personnes travaillant sur le film, dont plusieurs alpinistes, l'ont encouragé à continuer. Je n'avais pas à m'inquiéter car je n'avais rien à faire jusqu'à la toute fin du tournage, qui consistait à présenter le meilleur film. C'est vrai, Ed Howard Koch, qui est habituellement très cool. Donc le passage des alpinistes tombés et le travail qu'il a accompli ne seraient pas dénués de sens. Pour continuer, Eastwood a dû réaliser l'une des cascades les plus dangereuses du film, se balancer au-dessus d'un précipice. Couper sa corde et tomber, pour donner l'impression que son personnage a coupé sa corde et est tombé vers sa perte. Eastwood a dû couper la corde à laquelle il était suspendu tout en espérant que sa corde de sécurité le protégerait. Bien entendu. L'acteur ne tomberait que de quelques mètres et la magie du cinéma ferait le reste. Mais pour Eastwood, la cascade était psychologiquement difficile. Il se rappelle qu'il pouvait voir ce pâturage en contrebas et qu'il pouvait entendre les cloches des vaches sonner. Et il s'est dit, « Pourquoi ne suis-je pas assis là-bas avec ces vaches en train de prendre un bain de soleil? » En plus d'avoir réalisé toutes ses propres cascades d'escalade pour Eiger Sanction, Eastwood a également réalisé bon nombre de ses propres cascades dans d'autres films. Dan's The Gauntlet, Eastwood a poursuivi un hélicoptère sur une moto. Dans Magnum Force, il a conduit une voiture hors de contrôle en se tenant sur le capot. Le public peut clairement voir Eastwood lui-même sauter d'un pont à chevalet sur le toit d'un bus en mouvement dans l'Inspecteur Harry. Je ne dis pas que l'acteur n'était pas conscient du danger de ces cascades, mais il voulait plutôt que les spectateurs ne se sentent pas trompés par quelqu'un d'autre qui faisait son travail. Cependant, selon son ami Van Horn, Eastwood était prêt à le laisser réaliser une cascade si le risque de se blesser était trop grand. Je pense que beaucoup d'acteurs aiment faire certaines choses jusqu'à un point où on peut les laisser faire en toute sécurité. Et c'est très bien. Van Horn a déclaré qu'il y avait eu des moments où il avait essayé de dissuader les gens de faire certaines choses. Et la plupart du temps, il avait réussi. Les moments avec Eastwood où il avait eu quelques bosses et bleus, il ne pensait pas en avoir besoin. Eastwood a fréquenté une pléthore de belles femmes dans sa vie et a connu l'amour et la perte dans sa vie. Comment a-t-il fait face à sa récente perte? Comment a-t-il fait face à la perte? À 94 ans, alors que Clint Eastwood s'apprêtait à sortir le 40 film qu'il a réalisé en 7 décennies de carrière à Hollywood. Le thriller judiciaire Juror 2 devait sortir en salle le 1er novembre. Mais l'acteur, réalisateur et légende du cinéma, apparemment indomptable, traversait une période difficile.
Clint Eastwood me dit « Est-ce que tu veux jouer dans un film? » La réponse est oui. Je me suis pincé tous les jours parce que Clint Eastwood est vraiment une icône du cinéma. Je me sens tellement chanceuse de pouvoir passer du temps avec lui et de voir comment il travaille. Après avoir subi 2 coups durs dans sa vie personnelle, une source proche de Eastwood a rapporté que l'acteur oscarisé était en difficulté. D'abord, sa petite amie, Christina Sandera, est décédée en juillet à l'âge de 61 ans. Ensuite, sa fille adorée de 31 ans, Francesca Eastwood, a été arrêtée pour suspicion de violence conjugale. Une source a révélé que Clint avait du mal à gérer les récents moments difficiles de sa vie. La source a également ajouté que l'arrestation de sa fille n'aurait pas pu survenir à un pire moment de sa vie car il était très triste d'avoir perdu sa petite amie 3 mois auparavant. Dire qu'il se sentait déprimé était un euphémisme. L'arrestation de Francesca Eastwood, actrice, mannequin et personnalité mondaine, a donné au père de 8 enfants le sentiment que les choses étaient hors de contrôle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Surtout parce qu'être un bon père est extrêmement important pour lui, a poursuivi la source. Bien qu'Eastwood ait voulu être là pour sa fille pendant qu'elle se débrouillait pour se sortir de ce pétrin, il devait aussi prendre soin de lui, a ajouté la source. Ce qui a encore compliqué les choses, c'est le fait que Francesca Eastwood ait eu un rôle secondaire majeur dans Juré 2, ce qui est devenu un problème lors des efforts promotionnels du film. Eastwood a dû éviter de répondre aux questions des journalistes au sujet de sa fille lorsqu'il a assisté à la première du film le 27 octobre, alors qu'il rejoignait les stars Nicholas Hoult et Toni Collette pour des interviews. Cependant, les dirigeants des studios Warner Bros. Les fans préféreraient que Francesca Eastwood reste à l'écart de la tournée de presse ou de la première du film à l'AFI Fest. Francesca Eastwood a été arrêtée samedi 12 octobre par la police de Beverly Hills après une dispute verbale avec son petit ami qui a dégénéré en violence physique, a rapporté TMZ. Le site de Potins a déclaré qu'elle et son petit ami roulaient en voiture dans Beverly Hills lorsqu'ils ont commencé à se disputer. Une fois les choses devenues physiques, le petit ami a appelé la police, qui lui a conseillé de les conduire au département de police de Beverly Hills pour rencontrer les officiers. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils auraient vu son petit ami avec de multiples blessures physiques, selon TMZ. Par conséquent, elle a été arrêtée pour violence conjugale et a été libérée sous caution de 50 000 $. Dans son premier article, TMZ n'a pas identifié le petit ami de Francesca Eastwood, mais le compte Instagram de Francesca Eastwood a partagé des images et des commentaires d'un entraîneur personnel et acteur nommé Alexander Wraith, avec qui elle a eu un petit garçon en 2018 selon le magazine People. Le Daily Mail a déclaré que Wraith était la victime présumée de l'incident. Francesca Eastwood est l'un des 8 enfants de Eastwood. Elle est également la fille de l'acteur Francis Fisher, avec qui l'acteur est sorti du début au milieu des années 1990. Fisher a joué un rôle dans le film western de Eastwood de 1992 Impitoyable, qui a remporté les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur. Selon la tradition familiale, Francesca Eastwood a également joué dans des films de son père. Enfant. Elle a joué dans son film True Crime en 1999. Elle a également été Miss Golden Globe en 2013 après avoir joué dans la série de télé-réalité Mrs. Eastwood & Company, dirigée par son ancienne belle-mère, Dinah Eastwood, et sa demi-sœur, Morgan Eastwood. Mais Francesca Eastwood s'est retrouvée mêlée à un genre de drame dans lequel son père aurait préféré ne pas s'impliquer à son âge. Même si une mauvaise publicité reste de la publicité. Dès que la police intervient, c'est un véritable drame. Le fait que Francesca se retrouve mêlée à une telle crise est particulièrement bouleversant pour Eastwood, car les 2 hommes sont réputés pour être très proches et se parler assez souvent. Que pensez-vous du sauvetage légendaire de Clint Eastwood? Va-t-il réparer sa relation avec sa fille? Partagez vos impressions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous allez l'apprécier.